Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Dans son livre intitulé « Les mutuelles de développement en Côte d'Ivoire, idéologie de l'origine et modernisation villageoise », Roch Yao Niabeli soutient que les mutuelles de développement constituent en Côte d'Ivoire des dispositifs sociaux où se fabrique l'ancrage des rapports sociaux et politiques dans une idéologie de l'origine. Nous verrons dans cet entretien le rôle, voire la responsabilité des cadres dans le développement au plan local. Et pour en parler, nous recevons Thomas Guessambi. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en communication politique, mais pour le cadre, vous êtes président d'une mutuelle de développement dans une localité. On va en parler tout à l'heure. Beaucoup de personnes estiment que l'État a les moyens pour le développement. Mais comment se fait-il qu'il y a encore des mutuelles de développement dans certaines localités qui travaillent pour le développement? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Ce que je dois dire, c'est que un État aussi puissant qu'il puisse paraître connaît des hauts, connaît des bas, avec une crise économique, financière qui peut peut-être surgir en Europe, peut avoir des impacts sur nos pays. Donc les moyens de l'État sont de plus en plus limités, avec l'accroissement des populations, avec peut-être la baisse de certaines recettes, et donc l'État ne peut tout faire. Et c'est en cela que les mutuelles, ou si vous voulez, ces organisations-là qui entrent dans la dynamique du développement local ou bien des collectivités décentralisées, devrait pouvoir aider l'État dans ces grands chantiers en donnant un visage beaucoup plus particulier, parce que toutes les régions d'un pays n'ont pas les mêmes besoins forcément selon leur relief, selon leur culture, selon leur typologie, et donc c'est là que les mutuelles de développement prennent toute leur place. Vous l'avez dit, l'État ne peut pas tout faire, mais on a l'impression que sous nos cieux en Afrique, dans certains pays, selon qu'on est membre du gouvernement, on a des accointances avec le gouvernement, le développement peut arriver aisément dans notre localité. Pourquoi c'est ainsi ? Peut-être que c'est une lecture mitigée, parce que il peut avoir évidemment la volonté et l'action, la détermination d'un cadre membre d'un gouvernement qui dirige le pays, qui peut faire des mains et des pieds pour que un certain nombre de projets puisse être initié, puisse se réaliser, et il peut peut-être en avoir aussi certains qui ne peuvent pas avoir ce même dynamisme. Mais tout compte fait, ce qu'il est bon de retenir, c'est que l'État a par exemple des exigences en matière de politique publique en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de sécurité. Et vous savez que le besoin en la matière est un besoin croissant. Je vous donne un petit exemple. Quand nous, on allait à l'école primaire, il y avait des facilités qu'on avait. Ensuite, au collège, on avait des bourses. Je me demande si ces bourses-là existent aujourd'hui. Bon. Au supérieur, on avait des bourses, on avait des chambres, des cités universitaires. Et quand on regarde aujourd'hui le nombre croissant des étudiants, c'est clair que ces structures d'accueil prennent un coup. Et donc, si nous voulons, par exemple, en matière d'éducation, des collèges de proximité, je vais dire, vu les moyens de l'État en matière même de formation du personnel, chaque année le nombre d'enseignants aussi qui part faire autre chose, il va sans doute dire qu'il faut clairement une sorte d'organisation personnelle. Si nous voulons, par exemple, dans ma sous-préfecture qui est Kononfla, dans mon village qui est Koumoudi, si nous voulons lutter, par exemple, contre un taux de déscolarisation de par la distance entre les parents et le lieu de fréquentation de l'école, les difficultés à se loger, donc il nous faut œuvrer pour un collège de proximité. L'État a un budget qu'il vote par an. Et si notre localité n'entre pas dans le budget de cette année-là, il va falloir que nous puissions faire des efforts. Et puis sans doute l'État sera peut-être beaucoup plus enclin
à encourager une initiative de ce genre que aller bâtir sur un terrain tout à fait nu et qui n'entre pas dans son budget. Et quelle est la responsabilité des cadres de la région dans le développement de leur propre région? Autrement dit, comment est-ce que les cadres peuvent se mettre ensemble pour faire avancer un certain nombre de projets sans attendre l'État? Je dois dire que le cadre, contrairement aux autres travailleurs, a une certaine position sur l'échelle sociale qui lui permet d'avoir une somme de carnet d'adresse, qui lui permet d'avoir une sorte de positionnement, une sorte de pouvoir de par sa position sociale et professionnelle. Et donc, comment le cadre peut être un acteur de développement? Parce que ce qu'il faut souligner, le développement local a pour définition la dynamique économique et sociale concertée et impulsée par des acteurs individuels et collectifs sur un territoire donné. Donc il y a la dimension volonté du cadre. Volonté du cadre qui sait que Abidjan est la capitale, mais il est originaire d'un village, d'une région. Donc cette volonté-là devrait l'emmener à s'intéresser au développement du village. Et le cadre aussi devrait créer cette synergie-là, plutôt que d'entrer dans des questions de positionnement égoïste. C'est dire que allons-y comme des granites qu'on peut utiliser pour des ouvrages d'art. Tant que nous les trouvons dans la nature de façon éparse, bon, elles peuvent même à la limite être inutiles pour nous ou obstruer des chemins. Mais quand nous utilisons ces granites-là et que nous les taillons, on peut en bâtir des routes à la fois durables et belles à voir. Donc c'est exactement comme ça le cadre dans lequel on peut se trouver ici dans le développement local, avec des cadres qui, de par leur intelligence, leur formation, leurs opportunités, devraient être dans la dynamique de concertation. Le développement ne peut pas être de façon épisodique. Donc les intelligences s'asseyent, se concertent et impulsent autour d'un projet partagé. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans la dynamique des mutuelles de développement, il devrait avoir moins de déchirement parce que toutes les sensibilités s'y trouvent. On a à la fois les autochtones, les allochtones, on a à la fois des organisations de la société civile qui se mettent ensemble pour impulser ce développement-là. Donc un cadre doit non seulement s'inscrire dans cette dynamique et savoir que à chaque génération, sa mission, la remplit ou la trahit. Il nous faut plus la remplir que la trahir. Il y a la question des moyens humains, des moyens financiers surtout. Quand on parle de développement, on s'appuie sur un certain nombre de besoins qu'il faut combler et se projeter dans l'avenir. Quand ce n'est pas l'État qui déploie ces moyens, où est-ce que les cadres, où est-ce que la mutuelle trouve ces grands moyens pour pouvoir développer? Oui, c'est en cela que la dimension concertation est extrêmement importante. Il y a certes des cotisations des membres de la mutuelle, mais il y a aussi des projets avec des partenaires locaux ou bien des partenaires en dehors de notre territoire qui peuvent trouver à la fois un acquis sur lequel on peut bâtir ou bien des potentialités à exploiter. Il y a forcément des terres, nous sommes encore à l'économie agricole, il y a donc des terres sur lesquelles des entreprises peuvent peut-être venir réaliser des projets. Ces projets-là sont des projets de création de richesses. Ces projets-là sont des projets d'employabilité, ces projets-là sont des projets de redistribution de la richesse, ces projets-là sont des projets de création d'infrastructures. Donc, vu de cette façon, je pense qu'on ne devrait pas penser que tant que l'État ne nous apporte pas de l'argent, on ne devrait pas y aller. C'est clair que les moyens de l'État sont colossaux, sont beaucoup plus importants que les moyens des individus, mais le plus important pour moi, pour le peu que je sais, est une question de volonté. Et vous avez cette volonté dans votre région? Ben oui, je veux dire que le voyage m'a apporté beaucoup. J'étais reporter dans la région de Gagnoa, dans une sous-préfecture et précisément dans le village maternel de notre icône Didier Drogba qu'on appelle Kripayo. Et au cours de mon reportage, j'ai vu un homme, le professeur Firmin Crécré,
qui était en train d'impulser le développement local en faisant tout pour bâtir un centre de santé, pour bâtir une école, et j'ai été impressionné par son action. Voir des communautés qui n'étaient pas forcément BT arriver à parler BT, nos frères de la CEDEAO, tout le monde se sentait impliqué par la vision qu'il avait, et je me suis dit, en tant que reporter, pourquoi ne pas répliquer de telles expériences, de tels modèles chez moi. Et c'est ce que je suis en train de faire, fort heureusement, qu'il y a de bonne volonté des aînés qui sont des cadres, qui sont en Côte d'Ivoire ou qui sont à l'extérieur du pays, comprennent les enjeux et se donnent la main. Et donc nous sommes, dans une nouvelle aventure du développement local qui devrait avoir de beaux jours devant lui. Merci Thomas Guessambi d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication politique, président d'une mutuelle de développement. Exact. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.